Bonjour à tous, merci na confiance bosalaka na première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchango. Toza nesengo mingi ya kozala na bino entretien ya lelo toyambi mpo na bino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boyebisa bango batika peliseki Congolais asi la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pona mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Nécessité de tenir ce point de décider sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Notre vœu le plus ardent, c'est de voir un jour le pays recouvrer la paix. Malheureusement, c'est tous les jours qu'il y a des situations déplorables, des violations des droits humains, des guerres, des tensions par-ci par-là qui gangrènent cette paix en République démocratique du Congo. Notre responsabilité, c'est de toujours faire passer le message au peuple congolais sur ce qui se passe. C'est pourquoi nous nous retrouvons encore aujourd'hui et nous aurons deux grandes interventions. Une qui sera faite par le camarade Luc Malembe autour de la situation présente à l'est de la République démocratique du Congo. Viendra ensuite le secrétaire général de VOS, Kitoko, qui va aussi prendre parole pour mettre en exergue certains points qui partiraient évidemment de certains foyers de tension que nous enregistrons par-ci, par-là en République démocratique du Congo. J'invite donc sans tarder le camarade Luc Malembe à prendre la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par la situation qui prévaut actuellement en Ituri. Ensuite, je vais aller aborder celle du Nord Kivu. D'abord en Ituri, sachez que la situation demeure préoccupante, extrêmement préoccupante d'ailleurs. La semaine écoulée a été marquée par l'attaque sur la cité de Mungwalu. Comme je crois, pour ceux qui ne le savent pas, Mungwalu, c'est la deuxième agglomération de la province de l'Ituri. Elle est située à plus de 90 km au nord de Bunia, en territoire de Djougou. Mungwalu, c'est pratiquement la capitale de l'or de la province. C'est une cité essentiellement aurifère, habité par, on parle de plus de 25 000 créateurs artisanaux d'or. Alors la cité a été attaquée le week-end par les groupes Codeco. En fait, ils sont en train de se battre pour l'or, comme je vous ai dit l'autre fois, avec un autre groupe qui s'appelle d'autodéfense Zaïre. Et il y a eu une trentaine de morts dans ces attaques. L'armée a réussi à repousser les deux milices qui se battaient là-bas. Mais c'est une situation extrêmement préoccupante. Comme vous savez, je vais peut-être le souligner aussi, Mungwalu, on parle d'une production d'or annuelle estimée à plus de 600 kilos d'or à Mungwalu, évidemment qui provient de l'exploitation artisanale. Mais les 600 kilos d'or, il n'y a aucun comptoir d'or agréé à Bunia, même pas en Ituri.
aucun comptoir d'or officiel agréé. Donc tous les 600 kilos d'or qui sont exploités sont exportés de manière frauduleuse via l'Ouganda. Et vous comprenez toute la dynamique économique autour. L'Ouganda ne voudra jamais qu'il y ait la paix dans cette zone, parce que s'il y a la paix, l'État congolais va avoir le contrôle sur ces minerais, sur les circuits de l'exploitation de ces minerais, et c'est l'Ouganda qui perd. Donc l'Ouganda exporte cet or en fait comme si c'était son or. Ce n'est pas tracé, c'est impossible pour nous de dire que c'est nous qui l'avons exploité. Donc, donc ça c'est la situation en territoire de Djougou. En territoire d'Irumu, parce que nous avons 3 territoires problématiques sur les 5 que compte l'Ituri. Ceux qui sont problématiques, c'est Djougou, c'est Irumu et Mambasa. Les 2 territoires de l'extrême nord du pays, qui sont d'ailleurs à l'extrême nord-est du Congo, c'est Aru et Mahagi, où il y a pratiquement de la calme. Il n'y a pas de groupe armé là-bas. Alors, à Irumu, la situation a été caractérisée par l'affrontement de 2 autres milices aussi qui s'affrontent là-bas, sous un état de siège quasiment inexistant. Les 2 milices s'appellent la FRPI et la FPIC. Ils se sont affrontés à 10 km au sud de la ville de Bouna. Jusque-là, nous ne savons pas les raisons de cet affrontement. L'armée n'a même pas communiqué là-dessus. Mais on parle de 3 morts côté civil dans cet affrontement. Il faut signaler ici que l'état de siège, qui ne mène plus d'opérations pratiquement contre le groupe armé, est engagé dans une logique de négociation avec les groupes armés. Le gouverneur militaire qui est là a forcé les communautés, parce que comme je vous avais dit, tous les groupes armés évidemment ont des connotations tribales. Alors le gouverneur militaire a forcé toutes ces tribus, toutes ces communautés à entamer des dialogues avec les leaders des groupes armés. C'est ce qui est en train d'être fait avec Codeco et la communauté Lendu, avec Zahir et les Hema, et avec FPIC avec une autre communauté Bira là-bas. Mais c'est une démarche totalement contestée sur le plan par la population, par la société civile et tout le monde. Parce que nous pensions que l'état de siège ne venait pas pour recevoir des cahiers de charges des groupes armés, où les mêmes groupes armés qui ont tué nos populations demandent l'amnistie, demandent de les intégrer dans l'armée, de reconnaître leur grade fantaisiste. Voilà les choses qu'ils demandent. Et l'état de siège aujourd'hui se limite à recevoir ces cahiers de charges de ces groupes armés et en leur promettant l'impunité, ce qui est inacceptable aux yeux de beaucoup de gens sur place. On est d'accord qu'il faut la paix, mais pas une paix au prix de l'impunité, parce que ça va revenir après. Quelqu'un d'autre pourra toujours créer un autre groupe armé et il sait qu'on va négocier avec lui, il sera général dans l'armée. Et c'est tout. Après avoir tué des femmes et des enfants, rasé des villages, détruit des écoles et des hôpitaux. Alors, voilà un peu, en général, la situation actualisée pour ce qui concerne l'Ituri. Parce que je n'ai que 5 minutes, on va rapidement au Nord Kivu. Comme vous savez, Bunagana est toujours entre les mains du M23. Et pratiquement, il n'y a rien qui est fait depuis plus de 2 mois. L'armée est dans les statu quo pratiquement. Nous ne savons pas l'ordre est venu d'où pour demander à l'armée de ne rien faire, de ne mener aucune opération pour tenter de reprendre Bunagana. Je veux vous rappeler que Bunagana, c'est un important poste douanier du Nord Kivu. Les chiffres de la DGDF avant l'occupation parlaient d'entre 1 et 2 millions de dollars de recettes douanières de Bunagana. Donc 1 à 2 millions de dollars sont laissés entre les mains du Rwanda pendant plus de 2 mois, sans mesurer tout ce que le Rwanda est en train de faire traverser là-bas clandestinement, notamment ou comment. Il n'y a personne pour contrôler. Alors, mais vous avez aussi appris que les réfugiés
Congolais qui s'étaient réfugiés en Ouganda à la suite de cette attaque du M23 sur Bunagana ont été chassés de manière brutale par les Ougandais pour les forcer à rentrer côté congolais. Mais l'inquiétude, c'est qu'on pense qu'il y a l'Ouganda l'a fait pour favoriser des infiltrations vous savez que les anciens M23 battus en 2013, il y en a qui résident toujours en Ouganda, dans des camps et tout ça. Alors beaucoup estiment que l'Ouganda a profité de ça pour infiltrer tous ces rebelles de l'ancien temps du M23 qui reviennent avec les réfugiés là qui sont en train de chasser de manière brutale. Mais il faut aussi vous faire part de cette révélation d'un journaliste très informé sur les questions du Nord Kivu, Nickel Kibelbel, je crois beaucoup, du journal Les Coulisses. Il a écrit un article pour révéler que les M23 est en train de préparer une vaste attaque pour prendre Rumangabo. Rumangabo, c'est une ancienne base militaire importante qui a été pillée à l'époque de l'AFDEL, mais ça reste un camp militaire important. Et s'ils prennent Rumangabo, là, ils ouvrent la route sur Goma. Et selon lui, vous savez que le Rwanda a toujours accusé notre armée de travailler en connivence avec les rebelles FDLR qui sont encore chez nous. Mais les journalistes ici révèlent que dans les rangs du M23, il y a également des combattants Hutus, parce que les FDLR, ce sont des Hutus. Il y a d'autres combattants, des groupes comme Nyatura qui sont actifs là-bas. Les journalistes là montrent que dans les rangs du M23, il n'y a pas que des Tutsis, il y a également des Hutus que les Rwandais nous opposent comme étant des génocidaires. Mais lui-même, le Rwanda travaille avec eux au sein du M23. Parce que parmi ces Nyatura, il y a également des anciens génocidaires Hutus. Mais les Rwandais les supportent dans les M23. Mais nous, il nous dit non, voilà, nous appuyons les FDLR génocidaires. Alors que dans les rangs du M23, ces journalistes, selon ces sources, estiment qu'il y aurait également des combattants Hutus génocidaires également. Donc, voilà un peu, je crois, ce que je peux vous dire par rapport à cette situation. Et, comme je disais, au niveau de Kinshasa ici, on ne sent pas grand-chose qui est fait pour contenir toute cette menace. Donc, l'Ituri est aujourd'hui abandonné entre les mains des groupes armés. Djougou, ce sont des groupes armés qui se combattent pour l'or. Les ADF qui ont été repoussés en profondeur avec cette histoire de l'entrée de l'armée ougandaise, contrôlent aujourd'hui la quasi-totalité de la route nationale numéro 4. La route nationale numéro 4 va de Beni à Kisangani en passant par l'Ituri. Avant l'état de siège, cette route était praticable. Aujourd'hui, les ADF, quand les Ougandais les ont repoussés en profondeur, ils ont quitté le nord Kivu. D'ailleurs, vous entendez, ils n'attaquent plus beaucoup du côté Beni. C'est maintenant en Ituri, dans les territoires de Mambasa et d'Irumu. Et là, Mambasa, c'est un territoire totalement forestier. C'est là qu'il y a la réserve de faune à Okapi. Et quand ils vont arriver là-bas, écoutez, ils vont d'abord disparaître dans cette forêt dense qu'il y a entre l'Ituri, la Chopo et les Haut-Touélé. Donc, les Haut-Touélé doivent déjà commencer à se préparer lui aussi à compter des morts et la Chopo. Et du côté de notre armée, on ne sent pas grand-chose pour contenir une si grande menace. Merci beaucoup. Nous invitons le secrétaire général de VOS à prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Monsieur le président élu, chers membres, madame la vice-présidente, chers membres du bureau national,
cher Banamboka, distingués invités, le pays, comme l'avait déjà prédit il y a plusieurs années, le président élu est en train de sombrer chaque jour qui passe. La province du Bawele, dans la province du Bawele, certains territoires sont aujourd'hui occupés par les groupes armés, les Seleka, les Antibalaka et les Mororo. Dans la province du Haut-Ouélé, on n'en parle même pas. Une grande partie du territoire est occupée par les Mororo venus du Sud-Soudan. La situation de l'Ituri vient de nous être décrite. Le Nord Kivu également. Nous avons oublié que jusqu'à présent, dans le Sud Kivu, dans les hauts plateaux, la situation de Minembwe n'a pas positivement évolué. Jusqu'aujourd'hui, l'insécurité règne et des parties importantes de notre territoire sont occupées par des milices instrumentalisées par les pays voisins. Dans le Tanganyika, nous avons suivi ici l'exposé de notre camarade Bienvenu Matondo et la situation reste inchangée. Les tribus Toa et Bantou s'affrontent et l'insécurité est totale. Nous avons vécu ici le phénomène Kamwena Sapou dans le Grand Kassai, au centre de notre territoire, de notre pays. Les gens se sont coupés de tête. Et comme si tout cela ne suffisait pas, aujourd'hui c'est à la porte de Kinshasa. Dans les Maïndombe à Kwamout. Chers camarades, chers Banamboka, vous avez suivi les tweets du président sur l'évolution de la situation sécuritaire à Kwamout. La situation se dégrade chaque jour qui passe. Et le président élu s'interroge. Et cette interrogation, c'est une interpellation pour la communauté nationale et pour la communauté internationale. Que font ceux qui dirigent le pays par défi? À chaque fois qu'il y a des manifestations pacifiques de la Mouka, on déploie un arsenal important de la police, même de l'armée, pour réprimer les manifestants pacifiques. Ici à Kinshasa. Mais nous sommes à moins de 200 km à la porte de Kinshasa. Les images qui nous parviennent sont horribles à voir. Et nous sommes dans l'impossibilité d'identifier qui fait quoi concrètement. Je vais faire un recul théorique pour faire comprendre si réellement il y a un État, il y a un gouvernement dans notre pays. Dans l'ancien temps, les gens vivaient dans ce qu'on appelait l'état de la nature. Dans cet état de la nature, c'était la loi du plus fort. C'est la jungle. Chacun, le plus fort, pouvait faire ce qu'il voulait. À un moment donné, les êtres humains se sont regardés pour se dire Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous a fait grâce en tant qu'être humain. Si les animaux, les oiseaux, les reptiles comme les serpents sont dépourvus d'intelligence, mais dis-moi pour nous les humains, Dieu nous a doté l'intelligence qui nous différencie des autres êtres.
sur la terre. Comment nous pouvons vivre comme les animaux? Et les hommes sur la terre ont créé ce qu'on a appelé le contrat social. Chacun a accepté volontairement de renoncer à sa force physique individuelle pour se confier à une institution supérieure, à un être supérieur. C'est cette institution qu'on a appelée l'État. Et depuis lors, selon les théoriciens de l'État, l'État a eu comme mission de sécuriser les personnes et leurs biens, sans distinction de tribu, sans distinction de religion, ni d'appartenance politique. Et c'est pourquoi les principales missions régaliennes de l'État, c'est assurer la protection de l'intégrité territoriale contre les menaces extérieures et pacifier l'intérieur du pays en sécurisant les personnes et leurs biens. Mais si aujourd'hui, à quelques mètres de la capitale, siègent des institutions, avec les représentations diplomatiques, le gouvernement congolais, qui dirige le pays par défi, si aujourd'hui ce gouvernement est incapable de dépêcher les instruments qui appliquent les prérogatives de la puissance publique, juste pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parmi les services qui ont la mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, nous avons les services d'intelligence. Et parmi les services d'intelligence, vous avez l'Agence nationale de renseignement dans notre pays, l'ANR. Vous avez la police spéciale qui est en civil. Vous avez la police militaire. Vous avez les renseignements militaires plutôt, ce que vous appelez des NEP, ils sont civils. Comment on n'arrive pas à déployer dans la partie où les atrocités sont commises, comment on n'arrive pas à déployer les services de renseignement comme ça se fait dans tous les pays du monde avant toute opération militaire, pour arriver à identifier qu'est-ce qui se passe réellement. Les images circulent dans tous les sens, atroces et difficiles à regarder. Ces images proviennent réellement de Kwamout. Et si réellement ces images nous viennent de là, comment on peut accepter une telle atrocité humaine à quelques kilomètres de Kinshasa? Donc, chers camarades, nous sommes livrés à la loi de la sélection naturelle. Sans protection d'un quelconque gouvernement, l'État est totalement absent, inexistant. La fois passée, nous sommes demandés tous d'être vigilants, de ne pas tomber dans les pièges de la stigmatisation, de ne pas tomber dans le piège de ceux qui distillent le venin de la division. Le pays est en train d'imploser et les choses se dégradent et tout le monde croise les bras et la jouissance au sommet de l'État est totale. Voilà, chers camarades, la situation qui nous inquiète est le président élu chaque jour qui passe hausse le ton, interpelle la communauté nationale, la communauté internationale, tous ceux qui peuvent avoir le pouvoir d'agir. Le camarade qui était venu ici, Timothée Boke, le secrétaire exécutif provincial de notre parti dans les Maïdong, nous a décrit la situation. L'équipe gouvernementale qui était descendue, qui s'est arrêtée dans la cité de Kwamout, n'est pas arrivée dans des zones où les atrocités se commettent.
Et nous attendons par la voie des ondes des propos qui ne sont pas de nature. Des propos tenus par des responsables gouvernementaux qui ne sont pas de nature à encourager la cohésion entre les tribus. Et nous prenons à témoin la communauté nationale et la communauté internationale que Kinshasa est menacée. Les gens qui quittent les territoires, qui viennent à Kinshasa, il n'y a même pas de dispositif pour contrôler qui entre. Qui entre avec quoi? Et nous risquons de nous retrouver un matin à Kinshasa, on vous dit que Kinshasa est assiégé, les gens sont en train de s'entretuer, et avec la situation démographique de Kinshasa, ça va être une catastrophe humaine incontrôlable. Voilà, chers amis, je vais pouvoir m'arrêter là, et nous attendons vos questions, les commentaires, les gens qui ont des informations supplémentaires pour enrichir le débat d'aujourd'hui. Je vous remercie. Tango service ya renseignement balobi ezali ya RDC ezalaka ya mototo ya RDC parce que renseignement etondi na mboka soki bakongole bali baloba mambo ya mboka o service ya renseignement ekangi bato emema baona boloko service wana bakoki kotinda yango te ekele esika bitumba ezobundama to ndeko Tshilombo esika alali pongi na ndako na ye azangi busala ya kosala parce que makambo esengeli ya mboka o etali nation ndeko Tshilombo wakipango te mais c'est comme makambo ya kozwa 21 millions kokabola ngo na bato na ye akokabola ngo pete lelo tozo nyonga biso ba congolais tozo souffrir bandeko na biso na est basili kosila M23 azo continuer koboma bandeko na biso kasi ndeko Tshilombo avandi kimia azo belo côté na ebite la parmi bato bazo kufa soki ndeko Tshilombo sa kufela moko na kati ya libota na ye amona pasio biso ba misuto kufela na ba famille o tozo nyonga na yango nako sepela mbongo ndeko Tshilombo azo bebisa na ba député 21 millions wana 21 000 azwa yango 21 000 $ wana ndeko Tshilombo azwa yango a renforcer service na ko comprendre c'est que service ya renseignement bazwa ke le côté parce que bango bandozo mbongo ndesi batie makambo ya miso comment population zo souffrir na ko mona ete na sengi na peuple congolais tozwa conscience o to benga ba chrétien balaka nango moni tango ba chrétien ba tombokelaka satana na mangomba satana za moto abebisaka vie ya moto espoir tozo bundisa satana ndenge futo bundisa ndeko Tshilombo parce que aza moto amala mote tango bato bako bunda yo obaki ozo sommet mais moto ozo sommet ozata makambo ele gasmate tango bato ozo bako bela na mboko ozo comprendre te mais ndeko na ngai ekozala pasi pe mawa soki lelo tozo bakte ndeko Tshilombo to koli na yawa na limete na ba combat tout ya papa tien azalaka tango azo mona biloko ndeko Tshilombo na kosenga na peuple congolais soki ndeko Tshilombo azana makasi te vrome asa la démission parce que ezalaki ngai tigre na kotika na ko sacrifier milimo ya ba congolais belete likola moto moko lelo tozoka chaque jour bandeko na biso bazokufa chaque jour soko ki bandeko bazokufa koto ki bato ba kabola mbongo bato ba kokufa kuna koto bato ba kabola mbongo mais tozokende wapi mokolo moko te toki na kati ya mboka na biso Kongo te ndeko Tshilombo atali tobima na presse tokomona bandeko na biso baveugle nde bazotepa tepa cas social vient du mot société. Société c'est ensemble les deux ou plusieurs personnes. Mais ndeko Tshilombo kwa bato mais ozana makasi ya komema bango te déposer mais tozo kende tuapi tango tozo tala tala na biso ezo kende ndeko nanga au village ya suka autorité tozo kana mangomba pona kobenga na satana peuple congolais soit conscience affaire et ça Tshilombo te ya biso ba congolais ceux qui tolandi les ali passe. Merci beaucoup à tout le monde. Je pose ma question en rapport avec la question de les sujets de Kwamutu. J'ai bien suivi monsieur le secrétaire général qui pratiquement affirmait que le gouvernement ne fait absolument rien à ces sujets. Personnellement, j'ai suivi la descente de la délégation gouvernementale à Kenge. Il y a eu le ministre des Affaires sociales, le ministre de la Justice, et également le ministre des Droits humains qui sont arrivés là-bas échanger avec les responsables de la province de Kwango. Alors lorsque vous affirmez que le gouvernement ne fait rien, quelles sont les informations que vous détenez qui affirment, qui attestent que le gouvernement ne fait rien? Parce que nous avons évidemment vu tous ces trois responsables à Kwango échanger avec le responsable du gouvernement provincial.
Je reviens également sur la question de Bunagana, précisément sur la question de déploiement de forces de l'EAC. Nous avons suivi sur les ondes que le Rwanda finalement va également dépêcher ses troupes au Congo comme les autres nations membres de l'EAC. Et quelles sont les informations que vous détenez aussi à ce sujet? Nous voulons avoir plus d'éclaircissements. Merci. Je n'ai pas comme telle des questions, mais plutôt une observation et une suggestion. L'observation, c'est que, au regard de tout ce qu'on vient de nous exposer par les camarades, dit que le secrétaire général, il n'est plus à démontrer qu'au stade actuel, la RDC est un État défaillant. Et s'il faudrait même aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on entend par État défaillant? C'est-à-dire un État qui est incapable d'assurer une justice pour tous, un État incapable de maîtriser les conflits entre les ethnies, un État incapable même d'assurer le minimum possible. Donc, je crois qu'à ce stade, sans être conférencier du jour, notre camarade qui vient de poser la question peut bien comprendre que lorsqu'on ne sait pas doter l'armée de moyens conséquents, lorsqu'on détourne l'argent, les soldes des militaires, et qu'au sommet de l'État, c'est celui-là qui exerce la fonction du chef de l'État qui s'en plaint, qui dit devant les généraux que jamais il n'y a personne qui a déjà dépensé autant de moyens comme moi. Mais est-ce qu'un chef de l'État est là pour se plaindre ou bien pour agir avec tous les instruments de l'État qu'il a? Donc ça, c'était une observation. Au niveau des suggestions, je loue bien cette initiative du parti qui consiste à nous réunir afin d'avoir la matière. Mais vous savez, la force de la pédagogie, c'est entre autres les programmes. Nous avons un bon programme, la matière est là. Les professeurs sont bien équipés parce que ce sont des messieurs qui maîtrisent la matière. Mais je voudrais qu'à la longue, on puisse nous amener une carte géographique. Ce n'est pas correct, ce n'est pas facilement assimilable. Lorsqu'on vous explique Irumu, Irengeti, Djougou, comme ça en tête, c'est bon pour celui qui enseigne, mais ce n'est pas facile. Parce que les pédagogues définissent apprendre comme modifier ou acquérir de nouvelles habitudes avec la volonté de l'apprenant. Donc il faudrait qu'à la fin de la formation, il y ait des objectifs. Il n'y a pas d'enseignement sans objectif. Un enseignement prévoit des objectifs. Par exemple, il faudrait qu'à la fin de la formation, l'étudiant soit capable de 1, 2, 3, 4. Mais comment serons-nous capables lorsque nous n'avons pas la maîtrise même des sites géographiques? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, chers camarades. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui atteste que rien n'est fait alors que les responsables gouvernementaux étaient sur place. La réponse nous a été donnée par Timothée Bokeh, responsable du parti d'Allemagne Dombe. Il nous a dit clairement que ceux qui sont descendus ne sont pas arrivés sur les lieux de théâtre des atrocités. Là où les crimes se commettent, là où les gens s'entretuent. Ils se sont arrêtés dans la cité de Kwamout et ils sont rentrés. La preuve est que vous avez suivi les responsables du gouvernement qui sont allés rencontrer une autre partie en conflit dans la ville de Kende. Est-ce que c'est là où se déroulent les atrocités? C'est pas possible. Le camarade Valérie Mpoy vient de nous le dire. L'État congolais, avec ce gouvernement illégitime, est en faillite. Et si on ne prend pas, on ne fait pas attention, il sera bientôt mis en liquidation. C'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser. Mais on s'est posé la question. Si quelque chose était fait, mais pourquoi les atrocités continuent? Pourquoi on continue à enregistrer des blessés, les morts? Jusque ce matin, les images qui circulent sont horribles.
Mais pourquoi ce flou artistique par rapport à la situation réelle sur le terrain demeure? Nous parlons bien des services d'intelligence. Les camarades Didier viennent de nous en parler. Est-ce que c'est parce que les services ne sont pas bien payés ou tout simplement parce que c'est une situation qui est en train d'être entretenue pour des objectifs politiques? Voilà, donc, la situation est inquiétante, elle se dégrade chaque jour qui passe, et les interrogations se multiplient, et nous avons des raisons de nous inquiéter et d'alerter la communauté nationale et internationale. Merci, secrétaire général. Et je pense que je peux aussi ajouter juste un petit mot à notre camarade comme réponse. Il ne suffit pas de voir les gens qui se sont déplacés de Kinshasa vers là pour dire qu'ils s'occupent de la situation. Parce qu'il s'agit de cruauté, il s'agit de tuerie. Ce qu'on attend, c'est la réponse énergique à cela, stopper les tueries. Et tant qu'on a un État, mais sur le terrain, on passe 4, 5 jours, une semaine, les tueries se perpétuent sans une solution adéquate, c'est-à-dire que l'État n'existe pas. Je pense qu'à ce moment-là, on peut comprendre. Camarade Luc. Merci beaucoup. Comme vous savez, moi je n'ai cessé de remercier sincèrement le président élu pour avoir pris cette initiative de nous réunir chaque semaine pour qu'on fasse le point sur la situation sécuritaire de notre pays. Nous sommes, je crois, les seuls partis en RDC qui prenons de notre temps chaque semaine pour la question nationale. C'est quelque chose qu'il faut absolument encourager et remercier. Alors, on demande, bon, les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils existent dans notre pays et ils sont au service de qui? Mais je voudrais dire à mon camarade que essayer de fomenter un coup d'État, c'est juste une blague, essayer de fomenter un coup d'État contre le régime qui est là aujourd'hui, ces services vont vous trouver dans les minutes qui suivent. Donc les services de renseignement existent, mais ils sont au service d'un individu pour protéger son pouvoir. Ce n'est pas pour protéger le pays. Si vous demandez à ces services de voir les Rwandais qui viennent nous agresser, ils ne les voient pas. Ils ne voient pas les Ougandais. Vous avez appris que l'armée burundaise est déjà aussi chez nous. Et j'ai lu le communiqué de la présidence burundaise. Ils disent que c'est le Burundi qui finance l'opération. Mais c'est un échange de quoi? Le Burundi est un pays pauvre, extrêmement pauvre. Il va prendre des millions et il vient, il les gaspille pour nous aider. Voilà la diplomatie qu'on est en train de faire chez nous. J'apprends aussi que le Soudan du Sud va entrer. Le Soudan du Sud qui est déjà en guerre chez lui terriblement. À Arou, chez nous là-bas en Ituri, parce qu'on est frontalier avec le Soudan du Sud, on accueille plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais qui vivent chez nous. Incapables de régler d'abord leurs problèmes là chez eux. Voilà les gens qui vont venir combattre pour nous avec leur argent. Depuis quand, dans ces relations entre États, un État dépense des millions gratuitement pour les nôtres? Depuis quand? Ça ne se fait pas. Il y a toujours une contrepartie. Et comme nous ne la connaissons pas, c'est donc flou. Je crois que nous, dans nos communications du parti, on va devoir demander à ce régime de nous dire la vérité. C'est quoi la contrepartie de l'arrivée de ces armées-là? C'est très important. Alors, je termine cette question en vous rappelant. Je ne sais pas si vous avez vu une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montre un policier qui garde une prison, je crois, à Kabare au sud Kivu. Un policier pieds nus, visiblement affamé, peut-être même impayé, mais qui garde, on nous parle d'une centaine de prisonniers. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un policier affamé, pieds nus, non équipé, peut-être même pas de tenue. J'apprends que même nos militaires ne sont plus dotés en tenue, ni en bottines, ni en rien. Et c'est ça, ces messieurs, que vous demandez de garder une prison où il y a une centaine de détenus. Vous voyez? Et les gens sont en train de se distribuer dans
dans l'insolence des milliers d'argent du contribuable congolais. Ils sont dans la fête, ils sont dans les voyages, dans les mariages, s'il vous plaît. Je crois que si les gens étaient honnêtes, ils devaient déjà démissionner. C'est la plus simple des choses à faire, ils devaient démissionner. Alors, on me demande, le Rwanda, de l'histoire de l'EAC, on dit que finalement, c'est une révélation de RFI que nous avons tous suivi, que finalement, le Rwanda a pesé pour que lui aussi fasse partie de ces forces qui seront déployées chez nous de l'EAC. Et la question de savoir pourquoi ces gens se battent absolument à venir chez nous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient? Pourquoi ils se battent? Tout le monde veut absolument y être. Voilà toute la question. C'est que ces gens ne nous disent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas se battre pour rien, pour venir dépenser leur argent, faire tuer leurs militaires chez nous pour rien. Non. Alors, on a appris ça, mais sachez même que si même l'armée rwandaise ne venait pas, c'est que l'EAC, ceux qui sont chargés des renseignements des troupes de l'EAC, c'est les Rwandais. Et vous savez que la guerre, c'est les renseignements. C'est les Rwandais, même s'ils n'amenaient pas ces gens ici, ces militaires seront là pour coordonner les renseignements des opérations de l'EAC. Donc ils seront de toutes les façons, ils seront là. Et nous ne savons pas justement c'est quoi l'enjeu, la carte, c'est quoi, qu'est-ce que les Rwandais, pourquoi ils s'époumonnent autant, à coûte que coûte il doit être là. Coûte que coûte le Kenya veut être là, coûte que coûte la Tanzanie, coûte que coûte le Burundi, le Soudan du Sud. Voilà les grandes questions et j'espère que le bureau national de notre parti va devoir, c'est vraiment ma recommandation, va devoir communiquer là-dessus pour demander à ce régime de nous expliquer d'abord qu'est-ce que ces gens gagnent en contrepartie d'autant de sacrifices chez nous. Je vous remercie. Avant de passer la question aux amis qui veulent... la parole aux amis qui veulent poser des questions, j'aimerais ajouter un petit mot sur la question de la présence rwandaise. Moi, je dirais, en plus de ce que le camarade Luc vient de dire, si cela se vérifie que le Rwanda envoie ses troupes, je m'amènerais à dire tout simplement que le contraire m'aurait étonné. C'est-à-dire tout ce qui a été fait en avant n'était qu'une mascarade. Parce que l'acteur principal même de la venue de ces troupes-là de EAC au Congo, c'est pas quelqu'un d'autre que Kagame. Et on ne pouvait pas comprendre que ces pays-là envoient leurs troupes sans que les troupes rwandaises viennent. Comme on dit, monter, il en restera toujours quelque chose. Et cela ne peut pas nous étonner que le Rwanda soit là, parce que c'est le Rwanda qui a donné le pouvoir à Félix, c'est le Rwanda qui doit toujours tout contrôler, c'est le Rwanda qui est le maître, l'acteur principal de tout ce qui se fait à l'est du Congo. Donc, leur mensonge finit par apparaître. Donc, c'est comme ça que moi, je peux expliquer cela. Ce qui a réellement déclenché la situation qui se passe juste ici à côté. Je vous fais le lien entre Kassai et le Grand Bandou dans son ensemble, qui est à quelques kilomètres de Kinshasa. Et là, le massacre commence. Nous devons faire très attention. Ces régimes, le régime géniteur de ces régimes, avait opéré aussi même flou artistique au début du massacre de Kamonasang. Ce régime qui est le fils de ces régimes ou la continuité du régime qui est passé, opère à peu près le même flou artistique. Mais il y a des morts. Je ne dis pas que c'est le même conflit, je ne dis pas que c'est la même méthode. Mais je dis que le parallélisme peut être fait en termes de morts, des massacres et des gens qui ont toujours vécu en paix et en intelligence. Et nous devrions commencer à faire des parallélismes intelligents à l'intérieur. C'est tout ce que j'allais vous dire pour interpeller un tout petit peu votre conscience. Avant de poser ma question, qui s'adressera évidemment à M. Luc Malembe, je voudrais en premier lieu préciser une chose sur
l'inexistence de l'État. Moi, je crois qu'il n'y a plus rien à prouver, d'autant plus que les faits sont clairs. Si, par exemple, l'État congolais aujourd'hui est incapable de stopper les atrocités à l'Est et celles qui se passent aujourd'hui à Kwamutu, dans les Grands Bandundu, je pense que prouver encore l'inexistence ou encore la faiblesse de l'État serait, à mon sens, un dérapage, parce qu'on ne peut plus prouver cette incompétence, d'autant plus que à Kwamutu aussi, si par exemple ils sont incapables de stopper ces atrocités, on ne peut pas dire que l'État congolais existe encore, parce que l'affaire de l'Est est plus grandiose que celle de Kwamutu. Ça serait éradiqué en un clin d'œil. Si l'État congolais est incapable de l'éradiquer, on ne peut plus chercher encore à prouver l'inexistence de l'État. Alors, ma question s'adresse à M. Luc Malembe. Ici, nous avons tendance de ne pointer que le Rwanda, l'Ouganda, qui pratiquement sèment de la terreur à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a d'autres puissances mondiales qui sont derrière ce pays ou encore ces nations qui sèment de la terreur dans notre partie est du pays, d'autant plus que nous avon la présence de la MONUSCO, qui aujourd'hui, moi personnellement, je m'étonne, la MONUSCO qui est équipée, qui a des avions, qui a des hélicoptères, qui a des matériels, qui est incapable d'éradiquer les atrocités à l'est du pays. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a une main noire ou encore certaines puissances mondiales qui sont derrière ces pays qu'on est en train de citer jour et nuit? C'est une question à laquelle personne ne m'a jamais répondu et je veux à ce que vous me répondiez si possible. Si oui, nous avons aujourd'hui la présence de la MONUSCO, est-ce qu'on peut agir comme le Mali? Merci beaucoup. Makambo ya Kwamutu. Lelo bandeko babimi par exemple l'église. Baswana tenite dimanche moko boye kaka pour que koki babanda kubeta bambeli kukata batu kuboma batu. Batu ya Kwamutu na bayaka bateke na bayaka ba vivre ensemble bandakala makambo ya basaki ya nini ya badroit ezala bandakala pona nini kaka lelo oyo makambo ebimike eza boye c'est que eza quelque chose eza eloko soki mwana soso atondisi nzungu c'est que mama na ye aza na se. Mais c'est Lombo. Bible ezoloba na mukanda ya Matthieu 18 verset 18 ke nyonso bokanga na se likolo pe ekangami. Na oyo nyonso bandeko bazoloba pona nini nga azokamwa yango te po meseti Lombo aloba deja aloba liboso ya bakoko liboso ya bato nyonso alobaki oyo akotrahir e peuple congolais komona likama na Genève. Tukwa ukama wote Mexico ya trahir likama wane kolanda nani eza lokola mutu alobike awa soki muyibi ayibi tokotumba ye na pine me ye moko aki ayibi seke bakosaleni bakotumba ye na pine lisusu na kaka na Matthieu wana na verset 12 na Matthieu 12 verset 37 Bible ezoloba ke car c'est par tes paroles tu seras justifié et c'est par tes paroles tu seras condamné. Na proverbe Bible ezoloba na proverbe 29 na verset 2 quand les justes se multiplient le peuple est dans la joie mais quand les méchants dominent le peuple gémit. Biso to kwa koloba te boko lela te lelo oyo papa oyo aboti yo te esa koka kozwa charge na yo bande ti suka du 1er au 30. Histoire ya Martin Fayulu à part Jésus-Christ ezalaki avant et après. Histoire ya Martin Fayulu lelo oyo ekomi avant et après parce que banda indépendance ti lelo ti après indépendance tomona na mte muto a marqué époque lokola Martin Fayulu
oyo toyoka te oyo akendaki ake kozwa mbongo wapi ake wapi na mukanda ya Marc Marc 6 verset 20 Bible ezoloba nini? Bible ezoloba boye Jean azalaki intègre. Dans son intégrité batu nde babanda kobanga Jean. Lelo oyo ndenge moko mutu oyo aboti mutu te akoka kozwa charge ne tina suka te. Parla nanga lobani nanga lobake Martin Fayulu aza koko. Lelo nani ayibi bukoko me atiki koko asali erreur. Parce que koko nde mutu asalaka bakisa bukoko. Bayibaki bokonzi me bayibaki Martin Fayulu te. Bon Martin Fayulu azali toujours abanoloba abanotia bango mal à l'aise. Parce que Martin Fayulu azanani koko. Nous sommes en Afrique. On ne vole pas les pouvoirs de quelqu'un et s'en sortir comme ça. Nous sommes en Afrique. Alors on m'a demandé est-ce que derrière le Rwanda, il y a d'autres puissances mondiales qui agissent derrière. Pour comprendre ça, il faut aller au début de la crise de l'Est en 1994 avec le génocide du Rwanda. En fait, ce génocide, nous les Zaïre à l'époque, on n'y était ni de loin ni de près. C'est un génocide qui s'est commis entre Hutu et Tutsi dans leur pays au Rwanda. Mais la communauté internationale de l'époque, je crois que vous avez suivi l'ancien Premier ministre Kengo Adondo le dire, la communauté internationale avait obligé notre pays à ouvrir les frontières pour accueillir plus de 2 millions de réfugiés Hutus avec leurs armes, avec leurs banques, avec tout. En fait, c'était un État qui s'était déplacé dans un autre État. Ça ne s'est fait nulle part au monde. On peut accueillir des réfugiés, c'est vrai, mais on ne peut pas les accueillir avec leurs armes. Et notre malheur à l'Est a commencé ce jour-là. Maintenant, le Rwanda utilise ce génocide. D'abord, il l'a utilisé comme alibi pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Le Rwanda a criminalisé la communauté internationale. Il leur a dit, vous n'avez rien fait pour nous aider à stopper ce génocide. Alors il faut nous laisser faire tout ce que nous voulons pour que ça ne se répète plus. Et tout ce qu'ils veulent, c'est nous occuper, nous. C'est nous. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays de moins d'un territoire de la RDC. Un seul territoire de la RDC. Je prends le territoire de Walikale. 26 000 km² au Nord Kivu. Le Rwanda, c'est 24 000 km². Déjà, le territoire seul de Walikale est plus grand que le Rwanda. Alors, le Rwanda se voit un petit pays pauvre à côté d'un géant très riche, mais dont les dirigeants sont distraits. Alors, le Rwanda a donc profité pour mettre en place son système de profiter de nos richesses, et il a toute la bénédiction de la communauté internationale. Quand nous osons parler, le Rwanda, la communauté internationale nous dit non, vous abritez les génocidaires, les Hutus, les FDLR. Et on ne peut pas vous permettre de les envoyer aller tuer encore au Rwanda. Donc c'est devenu notre problème, alors que nous n'y sommes ni de loin ni de près. Et tous les régimes qui se sont succédés, il n'y a aucun qui a réussi à inverser cette tendance. Je suis content quand je suis avec le président élu. Lui, il prévoit justement parler avec ses puissances, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, tout ça. Pourquoi quand ils veulent prendre les minerais, par exemple, s'ils en ont besoin, ils ont besoin des minerais stratégiques du Congo. Mais pourquoi il faut passer par le Rwanda? Pourquoi il faut passer par des commissionnaires Rwanda-Ouganda? Il faut qu'il y ait un régime fort chez nous qui va leur ouvrir la porte. Vous voulez du coltan, du Kivu? Voilà, je vous le donne moi-même. Vous n'avez pas besoin de passer par le Rwanda. Vous voulez de l'or de l'Ituri? Vous n'avez pas besoin de passer par l'Ouganda, passez par moi. C'est tout ce qui manque à notre pays. Je vous remercie.
il y a des questions qui m'ont été posées, mais afin de répondre à ces questions, c'est d'ailleurs une seule question, je voudrais quand même faire une mise au point par rapport à l'intervention de notre camarade qui parle de comportement de nos frères du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Touri, de Tanganyika, dans la partie est de notre pays. Chers camarades, ce que vous devez savoir est que si la population du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, si cette population, c'est elle qui était la population de Kinshasa, tu ne ne serais plus au pouvoir. Toutes ces bêtises et des jouissances que nous vivons ici, ça serait déjà fini. Et si aujourd'hui le Congo est Congo dans ses frontières, hérité de l'indépendance, c'est parce que nos frères et nos sœurs qui habitent dans les provinces du Nord, Sud Kivu, du Touri, de Tanganyika, ont réussi à résister. C'est grâce à eux que nous avons le Congo dans sa configuration actuelle. Ça vraiment, il ne faut pas l'oublier. Bon, maintenant, vous me demandez de vous donner les effectifs. Non, je vous avais déjà dit ici que les effectifs de notre armée publiés, que tout le monde peut consulter, qui ne font pas partie des secrets de défense, donnent un chiffre de 156 000 militaires. C'est déclaré. Nous avons 156 000 militaires de notre armée. Mais les services d'intelligence, on ne peut pas déclarer les effectifs. Ce sont des secrets d'État. Donc l'ANR et d'autres services d'intelligence, on ne connaît pas le nombre. Mais je voulais terminer par quelque chose de plus important qu'il faut retenir. Aujourd'hui, les services des Nations Unies qui s'occupent des questions humanitaires ont dénombré plus de 6 millions de déplacés. 6 millions. C'est-à-dire quoi 6 millions? C'est que c'est tous les Congo-Brazzaville, tous les pays, qui sont à peu près 4 500 000 habitants déplacés de chez eux à cause de la guerre. Il faut ajouter encore un autre pays comme le Cap-Vert, qui compte à peu près 1 200 000 habitants. Vous avez 2 pays africains déplacés de chez eux. Au moment où nous parlons, nous avons envoyé nos enfants à l'école. Mais nos frères de Bunagana, qui se sont déplacés dans le Rutshuru, les enfants ne sont pas partis à l'école. Beaucoup d'écoles à Goma n'ont pas assisté à la rentrée scolaire parce que les écoles sont occupées par les déplacés de guerre, les déplacés internes. Chers camarades, mais dans l'entretemps, pendant que nous avons plus de 6 millions de déplacés, les écoles n'ont pas réouvertes en totalité parce que occupées par nos frères et sœurs qui sont en détresse, qui ont abandonné leur maison. Mais à Kinshasa, vous avez suivi, nous avons suivi tous la dénonciation du président élu sur la manière insolente dont l'argent de l'État est consommé. Quelle opulence! 21 000 $ par député national depuis janvier. Si vous prenez 21 000 $ depuis janvier jusqu'au mois de septembre, parce qu'au mois de juillet, on leur a donné 3 mois à titre de vacances parlementaires. Jusqu'à septembre, ça fait 9 mois. Ça vous fait combien? 21 000 fois 9 mois. Ça vous fait 189 000 $ par député. Et quand vous le multipliez par 500 députés,
dans les 9 mois. Ça nous fait combien? Ça nous fait 94 500 000 $. Sans compter les autres frais. Le bureau, ce dont on parle, ce qui a été dénoncé par le président élu, c'est uniquement ce qui est donné aux députés individuellement. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, le Sénat et son bureau, on est à plus de à peu près 200 millions en une année qui sera consommé. Comment peut-on comprendre que dans un pays où moins de 1000 personnes s'accaparent de tout l'héritage financier que le terrain nous a légué, les policiers, les militaires de la RDC sont nourris à 300 francs par jour. 300 francs, je vous l'avais dit. 0,020 $ par jour, par militaire. Et c'est une situation délibérément entretenue pour faire imploser les pays de l'intérieur et permettre à ceux qui ont accordé le pouvoir aux usurpateurs de bien occuper et balkaniser notre pays. Et ça, nous devons prendre conscience. Ce n'est pas l'affaire de nos compatriotes qui habitent au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, dans les Bazouélé, au Touélé ou les Tanganyika. C'est une affaire nationale, c'est notre pays. Est-ce que ceux qui consomment l'argent de l'État, ce sont nos frères qui sont dans la partie Est de notre pays? Non, l'argent est consommé. À qui fait ça? De manière insolente, chers amis. Même les poules ne consomment pas les arachides de cette façon. C'est pas possible. Donc, nous devons nous indigner, nous révolter. Et voilà pourquoi, le 15 septembre, lors de la rentrée parlementaire, nous devons manifester notre indignation. Nous devons nous révolter. Et nous devons démontrer à la face du monde que trop, c'est trop. Ça doit s'arrêter. Merci beaucoup. Voilà. Je pense que c'est là-dessus que nous allons terminer pour aujourd'hui. Un communiqué important. Le samedi 10, donc le samedi prochain, à 11h, dans la salle du collège Boboto, va se tenir une activité importante. Il s'agit de la présentation le lancement du manifeste de Kisangani. Donc le Congrès avait annoncé le manifeste dans une de ses résolutions et c'est ce samedi que le lancement de ce manifeste sera réalisé. Avec SID. Avec SID. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo. Congo et Kolobo.